Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. On a le plaisir de recevoir Alexis Lacroix, qui est le directeur des rédactions de Judaïque FM et Radio J. Bonjour. On a le plaisir de recevoir Meir Habib, député UDI de la 8e circonscription des Français établis hors de France et en même temps vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Meir Habib, bonjour. Bonjour Rafi Marciano. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis Lacroix et Shavuot, si vous me permettez. Shavuot à vous aussi. Alors, cette émission, on va un peu vous bousculer, Alexis Lacroix et moi, pour essayer de décrypter, de comprendre un peu les événements qui sont déroulés toute cette semaine. Et on va commencer par cette discussion très mouvementée entre le ministre du Tourisme tunisien, Trabelsi, et le député français, Meir Habib. En quelques mots, mon cher Rafi Marciano, vous le savez, je suis d'origine tunisienne, où je puise une partie de mes racines. J'ai une grand-mère qui est née en Italie, un grand-père en Tripoli et 2 parents qui sont nés en Tunisie. Très belle famille Habib. Un des moments les plus beaux de ma vie ont été la première fois où j'ai mis le pied en Tunisie. C'était un avion direct Djerba Tel Aviv. Vous aviez quel âge? Tel Aviv Djerba. C'était avec Sylvain Shalom. Je suis arrivé très tardivement. Je suis né à Paris. Et je rêvais d'avoir aujourd'hui une normalisation des relations entre la Tunisie et Israël. Non seulement aujourd'hui que ces normalisations n'existent pas, mais le pays est en train de sombrer, hélas, dans l'islamisme, dans sa haine d'Israël viscérale. Alors on ne demande même pas une normalisation. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'un jeune joueur de tennis de 17 ans qui va faire un tournoi ATP et qui est français, enfin franco-israélien, et je représente les Franco-Israéliens à l'Assemblée nationale, on ouvre une enquête parce qu'il est venu jouer en Tunisie. Sauf que Trabelsi, Meir Habib, vous le savez bien, il représente sans doute une force de frottement par rapport à cette islamisation progressive. Je vais répondre à Trabelsi par écrit. Trabelsi, il y a quelques semaines, des gens demandaient sa démission parce qu'il était juif. Il ne faut pas qu'il serve d'alibi. Je comprends qu'il défende, il est ministre tunisien, il défend la Tunisie. Mais dans sa réponse, il m'a fait une tribune pour me répondre. À aucun moment donné, il y a un mot qui est tabou pour lui. C'est le mot Israël. On peut pas dire on veut avoir les Juifs, on veut qu'ils viennent terminer, on veut aller là-bas et on est Israël. On éradique, on enlève Israël. Alors qu'on va en parler tout à l'heure. Alors qu'on est en train de vivre des périodes incroyables. Les Saoudiens, les Koweït, les Émirats, les Qatar, même le Qatar aujourd'hui sont en train de faire des efforts. Et la Tunisie va exactement dans l'autre sens. Et moi, parce que j'aime la Tunisie. Comment vous expliquez que le pays prenne la direction inverse de celle d'une partie du monde arabe sunnite qui, disons, se normalise ou en tout cas cherche à normaliser ses relations avec l'État juif? Je crois, hélas, qu'ils veulent masquer des problèmes économiques graves dans le pays, des problèmes sociétals graves dans le pays, et on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, pendant des années, ça a été les Juifs. Aujourd'hui, ça devient Israël. Et c'est dommage, parce que les Juifs originaires de Tunisie sont attachés à la Tunisie. Nous aimons la Tunisie, mais de grâce, on peut pas dire venez pèleriner dans des endroits magnifiques, à la Reiba et à d'autres. Il y a Rabbi Chaye Tayeb à Tunis et autres où nous puisons nos racines. Oui, nous voulons les Juifs, mais nous vomissons Israël. Nous haïssons Israël. C'est pas possible. Et moi je dis, et boycottons Israël. Et j'ai dit oui, il faut boycotter les boycotteurs. Si des gens pensent qu'ils peuvent demain avoir les Juifs en bannissant Israël, en boycottant, on ne demande même pas une normalisation. Mais de grâce, moi j'ai j'ai été à 2 reprises en Tunisie, y compris à l'époque Ben Ali, à l'époque, comme je vous le disais, il y avait des prémices aujourd'hui de rapprochement que nous rêvons, de paix qui existent aujourd'hui avec d'autres pays. Et la Tunisie, vous le savez, au temps d'Aboud-Bik Bourguiba et bien avant, a été un modèle pour l'éducation, au niveau du droit de la femme, au niveau des droits avant tous les pays arabes. Et aujourd'hui, hélas, la Tunisie va à sens inverse. Et je regrette que le ministre tunisien, aujourd'hui, ait un tabou, n'a pas prononcé une fois le nom d'Israël. Comment vous comprenez, Meir Habib, comment vous comprenez les gens qui vous disent mais il est ministre du Tourisme, il est dans son rôle? Ah ben je n'ai pas dit qu'il n'était pas dans son rôle, il défend les intérêts de son pays. Je dis simplement, mais puisqu'il me répond, donc on a envoyé un ministre du Tourisme d'origine juive, par sur quoi me répondre. Je dis, j'aurais aimé que dans sa réponse, il
parle simplement un mot qu'il a totalement oublié, qui faisait partie, évidemment, de la mise au point que j'ai voulu faire, c'est Israël. J'ai dit, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, on boycotte Israël et on veut avoir les Juifs qui viennent normalement. Par les centaines de messages. Vous dites, on peut pas mettre entre parenthèses Israël. On peut pas. Aujourd'hui, le peuple juif a rêvé Israël, a rêvé Jérusalem pendant 2000 ans. Les Juifs ont dit Beshana ba Berushalayim à chaque mariage. Ils ont dit, c'est un député français qui le dit, parce que je ne peux pas gommer mes racines. C'est peut-être à la fois ma faiblesse et ma force. Imishkacher, Yerushalayim, Tishkach, Imini, Titvak, les Chouki, à chaque mariage, ça a été dit pendant 2500 ans. Alors, il peut y avoir des divergences. On peut évidemment ne pas être d'accord avec telle ou telle politique, tel ou tel gouvernement, mais on peut pas être contre eux. Mais Yerhabib, dans le secret de leur cœur, un certain nombre de Tunisiens, vous le savez très bien, gardent un attachement au peuple juif, ils sont même nostalgiques, souvent pour beaucoup d'entre eux, de la présence juive. Si au niveau du gouvernement, il n'y a pas forcément une reconnaissance officielle d'Israël, est-ce que c'est si grave dans la mesure où la société tunisienne est plus mesurée que vous ne semblez le dire? Non, mais j'ai pas demandé une reconnaissance officielle d'Israël. Non, bien sûr. J'ai demandé un non-boycott. Ouais, lorsqu'on prend un enfant de 17 ans qui arrive jouer au tennis et qu'on fait une enquête là-dessus, est-ce que la Tunisie a rien d'autre à faire dans sa crise économique, sa crise sociétale, sa crise sociale aujourd'hui, s'occuper de cela? J'ai eu des messages, y compris de l'imam Chalgoumi, pour me dire bravo. Des centaines de Tunisiens m'appellent pour me dire bravo, parce qu'ils se sentent aujourd'hui. Et entre parenthèses, j'ai renforcé le ministre tunisien, dont certains voulaient sa démission il y a quelques semaines. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on appelait à sa démission. Et là, soudainement, ils ont pris leur ministre juif. Alors, pas un alibi, il est ministre juif, il est fidèle à la Tunisie, c'est bien. Et je comprends, il a tout mon respect, je ne le connais pas personnellement. Mais de grâce, lorsqu'il répond qu'il réponde. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut boycotter le boycotteur. Ne boycottez pas Israël. Stop au BDS. Ne prenez pas un gamin de 17 ans qui vient jouer au tennis et vous ouvrez une enquête en otage. Et après, on fait comme s'il y avait rien eu. Parce que ce geste-là a blessé, a touché, a atteint tous ces gens qui adorent la Tunisie, qui aiment la Tunisie, comme c'est mon cas, parce que nous y puisons nos racines et parce que les Juifs ont bien vécu pendant des centaines d'années, pendant des millénaires. Vous savez, mon cher Rafi Marciano, que les Juifs de Djerba sont en Tunisie depuis près de 2000 ans. Et c'est pas depuis hier, et c'est à Djerba où la première fois où je suis venu en Tunisie, j'ai été à Djerba. Mais Rabib, alors à notre chapitre, on vient de dévoiler, enfin le président américain dévoile son plan de paix pour le Proche-Orient. Comme ça, avant de rentrer dans les détails, votre première impression, vous qui êtes très attaché à la paix au Proche-Orient, qui œuvrez à travers le Parlement français pour le rapprochement des points de vue israéliens et français, quand vous avez entendu la divulgation du plan de paix du président Trump, quelle était votre première impression? Écoutez, aucun plan n'est parfait, mais il a le mérite d'avoir des différences abyssales avec tous les autres plans de paix. J'étais, à titre personnel, contre les accords d'Oslo, parce que je considère, mon cher Rafi Marciano, mon cher Alexis Lacroix, que ce conflit n'est pas un conflit de territoire, même s'il peut y avoir quelques divergences, mais globalement, ça a été pendant des années le refus des pays arabes de voir un État juif dans quelque frontière que ce soit. Et là, aujourd'hui, pendant des années, tous les plans de paix étaient faits sur la base de concessions d'Israël, qui, entre parenthèses, quelles que soient les concessions qui ont été faites, ont toujours été refusées par les Arabes. C'est ce qui s'est passé avec le plan Barak, avec le plan Olmert, c'est ce qui s'est passé avec les accords d'Oslo. Et à chaque fois, le peuple juif qui a toujours, et les Israéliens qui ont toujours tendu une main vers la paix, ont eu un niet de la part. C'était jamais assez. Oui, il y avait toujours d'ailleurs le droit du retour. Ehud Barak s'est heurté au droit du retour notamment, et les négociations de Camp David en 2000, effectivement, ont achoppé sur un certain nombre de points et sur Jérusalem. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Shlomo Ben-Ami, qui était allé très très loin dans les concessions, a finalement dû battre en retraite face à l'islamisation du mouvement palestinien. Mais justement, quand même, aujourd'hui, Meir Habib, tout ce que vous dites est vrai. Mais est-ce que le mouvement palestinien, ce qu'il en reste, n'est pas en train d'essayer de résister à l'islamisme environnant? Si vous voulez, Mahmoud Abbas a peut-être tous les défauts du monde, n'empêche que il est quand même le partenaire de négociation d'Israël. La première des choses que devrait faire Mahmoud Abbas, c'est des élections. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'élections dans les territoires palestiniens. Et moi, lorsque j'ai vu, mon cher Alexis Lacroix, hier, la semaine dernière, la pathétique rencontre entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, et d'ailleurs qui, entre parenthèses, a renoncé à aller devant le Conseil de sécurité pour faire passer un vote parce qu'il savait qu'il allait perdre, j'ai dit, mais ils sont
façon pathétique. Qu'est-ce qu'il a dit? Mahmoud Abbas, il a dit, on va reprendre au même niveau où on s'est arrêté. Après qu'il ait refusé à l'époque, alors qu'on lui avait tout donné. Non, c'est terminé. Aujourd'hui, le gouvernement a changé en Israël. Netanyahou a été élu pendant 10 ans. Le Golan aujourd'hui est passé souveraineté israélienne pour l'éternité. Jérusalem aujourd'hui ne sera plus jamais partagé. Il faut que les Arabes le comprennent. Et ce qui n'empêchera pas une liberté totale de culte. Et nous y reviendrons tout récemment avec le président de la République dans la vieille ville de Jérusalem. Mais Jérusalem ne sera plus jamais partagée. Vous avez eu l'occasion d'échanger. Vous êtes toujours, enfin. Et je termine, mon cher Rafi Marciano, Bikat Ayarden, la vallée du Jourdain, va bientôt passer sous souveraineté israélienne. Après, vous me demandez est-ce que je suis pour 2 États? Je n'ai jamais été, moi, personnellement, je suis pour une entité, comme a dit d'ailleurs le président de la République tout récemment. Il faut qu'il y ait une entité palestinienne et une entité et un État d'Israël. Alors, si un État, parce que il faut pas qu'il y ait de malentendus. Cette entité palestinienne, vous pouvez appeler ça un État palestinien, sera démilitarisé, n'aura pas... parce que autrement, ce n'est pas possible. Les frontières de 67 sont les frontières d'Auschwitz. Ça, c'est une réalité. Vous savez très bien qu'il y a la bande de Gaza. Alors justement, ce qui est assez intéressant dans ce plan, entre parenthèses, c'est un plan qui renonce à 70% de la Judée et de la Samarie. Donc il y a des concessions très importantes de la part des Israéliens. C'est à eux à décider s'ils veulent ou pas ce plan. Il va y avoir des élections. C'est aux Israéliens à décider. Moi, à titre personnel, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que les Israéliens sont retirés, que ce soit au Liban, que ce soit de n'importe quel retrait, ça n'a jamais apporté la paix. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question d'acceptation de droit à un État juif. Parce que, à ce stade, les Palestiniens ont toujours refusé. Aujourd'hui, on est en train de vivre des périodes qui sont nouvelles, qui sont des périodes quasiment auxquelles on n'aurait pas pu rêver. Imaginez-vous Netanyahou en train de rencontrer le président du Soudan. Imaginez-vous, Netanyahou a été à Oman. Il y a des rapports avec les Émirats. Il y a des rapports avec l'Arabie Saoudite. Mais au-delà de ce qu'on peut imaginer, alors, il y a des choses on va marquer une page en couleur. On va reprendre, on va aller dans les détails de ce plan, si vous le voulez bien. Merci à tous les auditeurs. On vous retrouve dans quelques instants. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission des réponses sans tabou. Alexis Lacroix et moi-même, nous sommes toujours en compagnie du député de la 8e circonscription, Meir Habib. Alors, nous étions en train de parler du plan de paix, de toute la difficulté à comprendre le plan de paix et la compréhension, dites-vous, de 2 États. Est-ce que cette idée... Tout le monde veut la paix. La première des paix, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une paix économique. D'ailleurs, remarquez, jamais les Palestiniens sous contrôle de l'autorité palestinienne, je parle pas de ce Gaza, n'ont vécu aussi bien. Parce que... est-ce que vous, député français, est-ce que vous comprenez la position palestinienne de dire que ce qu'on nous propose, en réalité, c'est pas viable? Non, je ne comprends pas cette position parce que, au contraire, je considère que tout a échoué. Tous les plans qu'on propose depuis la création 48. Mon cher Rafi Marciano, en 48, il n'y avait pas de problème de territoire. Est-ce qu'il y avait un problème de territoire en 48? Non. Est-ce qu'en 56, il y avait un problème de territoire? Non. Est-ce que en 67, il y avait un problème de territoire? Lorsque les Arabes ont dit égorge le juif et on veut libérer, jeter les Juifs à la mer. Donc de penser que c'est une question de territoire, c'est faux. Alors et de penser que les Palestiniens, après avoir imposé à Israël des guerres, veulent revenir à la case départ, c'est terminé. Israël ne reviendra pas. Justement, et c'est ce que j'entends, en tout cas des leaders israéliens, et c'est ma position, c'est mon sentiment aujourd'hui. Il faut respecter évidemment le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Il faut imaginez des solutions inventives avec la Jordanie, qui est peuplée de 70 à 75% de Palestiniens. Il n'est pas question de déloger, d'après ce que je crois comprendre au niveau des plans, qui que ce soit, ni le moindre palestinien, ni le moindre israélien de nulle part. Parce que la paix se fait pas dans la... les Arabes israéliens du triangle, il est prévu... Non, je crois pas que c'est pas encore... C'est pas dans le plan de Trump. Il dit qu'il peut y arriver. Alors, moi, je connais pas forcément tous les détails. Lieberman en a parlé pendant longtemps, ce qu'on appelle ce fameux triangle, un échange de population, etc. C'est le principe... Si ils le voudront. Le principe du swap of territories, qui existait d'ailleurs dans les précédents accords, l'échange de territoire, et Israël évidemment récupère des implantations importantes comme Ariel ou Maale Adumim dans son territoire. Les seules populations qui ont été déplacées à ce jour
ont été des populations juives. Oui. Des gens qui habitaient dans une implantation juive dans la bande de Gaza, et parce que Sharon a voulu essayer de faire la paix, pour essayer d'arriver, etc. On a rêvé de voir aujourd'hui la paix, mais il est sorti du Gush Katif. Non mais laissez-moi juste terminer. Je vous laisse terminer après. Il est sorti du Gush Katif. Il a démantelé 11 000 juifs qui vivaient, il a cassé des synagogues, déterré des cimetières pour essayer d'avoir la paix. Qu'est-ce qu'on a eu en contrepartie? En quelques semaines, le Hamas est arrivé au pouvoir, et depuis, il y a un lancement en permanence de roquettes, de bombes sur l'État d'Israël. Donc, le retrait de territoire n'a pas amené la paix, ça a amené l'inverse. Aujourd'hui, Netanyahou a une autre façon de voir les choses. Et moi, en tant que député français, qui, vous voyez, ça vous a pas échappé, qu'on a quand même 280 morts en France ces dernières années dus au terrorisme islamiste. 100% des victimes que chez nous, on a eu en France sont dues hélas, au cancer de l'islam radical. Évidemment, c'est une très petite minorité de nos amis et de nos frères musulmans. Mais hélas, on peut pas aujourd'hui comprendre que cette guerre qui n'a rien à voir avec Israël, qui a eu lieu dans cette partie du monde, qui a fait 800 000 morts, soit 30 fois plus que l'ensemble des morts dans le conflit israélo-palestinien, et des conséquences, y compris chez nous, en France. Donc, pour la première fois, le président Trump a une solution qui est nouvelle, une solution qui est inventive, qui respecte le droit des deux peuples. Et les Israéliens, manifestement, ont dit oui. Les Palestiniens, à ce stade, disent non. On va voir comment les choses vont se passer. Mais Rabbi, on vient d'évoquer avec Rafi les nombreuses résistances de la partie palestinienne à ce nouveau plan. Et vous avez d'ailleurs très bien répondu. Mais il y a aussi, vous le savez, en Israël, des résistances au plan Trump. Sur la gauche, mais évoquons plutôt celle de droite. Une partie de la droite sioniste religieuse, même la totalité de la droite sioniste religieuse, emmenée notamment par Naftali Bennett, l'actuel ministre de la Défense, refuse ardemment ce plan. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des annexionnistes. Ils pensent que la solution est dans l'annexion définitive, c'est-à-dire en fait le renoncement à l'État palestinien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de dialoguer de ce problème politique avec Binyamin Netanyahou? J'ai eu l'occasion de parler, y compris lorsque j'étais avec le président de la République pendant près de 2h30 en 4-4, enfin nous étions président de la République française. Mon président, le président Emmanuel Macron. Et vous étiez avec Binyamin Netanyahou, le président, et vous tout seul? Non, nous étions, je faisais partie de la délégation française, il y avait la délégation israélienne, il y avait le petit déjeuner de travail qui a eu lieu lors de la récente visite du président de la République à Jérusalem, à l'occasion notamment des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et évidemment, toutes ces questions ont été abordées, et j'ai eu l'occasion, y compris après, de le faire directement avec le Premier ministre israélien. Évidemment qu'il y a des gens, y compris à la droite de l'échiquier politique en Israël, qui sont contre ce plan, parce que ce plan, en réalité, donne à l'État palestinien 70% de la Judée et de la Samarie, et beaucoup sont extrêmement attachés à la terre d'Israël et pensent que... mais d'un autre côté, dans une paix, il doit y avoir des concessions mutuelles. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou, qui est lui aussi, j'imagine, très attaché à l'État d'Israël et à sa souveraineté territoriale, disent, bon, dans un cadre de paix, les Américains ont proposé un plan. Je considère que c'est le meilleur plan, en tout cas, qui a jamais été proposé, en tout cas le plus viable, puisqu'on ne démantèle pas aucune personne, ni aucun arabe, ni aucun juif. Même blanc-bleu accepte le plan Trump. Voilà. Donc aujourd'hui, globalement, c'est un plan qui est... Alors après, il y aura toujours des gens... Aucun plan au monde ne pourra faire l'unanimité à 100%. Mais Israël, comme chez nous en France, c'est un régime démocratique. Et il y a des élections. Oui, mais les gens Habib, décident. Et lorsqu'à l'époque, le plan d'Oslo a été voté, moi, à titre personnel, de loin, en citoyen français, mais aussi très proche d'Israël, je ne pensais pas que c'était un bon plan, mais il a été voté, il a été appliqué, parce que c'est un État démocratique. Et donc, la démocratie peut impliquer des concessions de part et d'autre. Le plan Trump demande à chacun des partis de faire certaines concessions, demande aux Palestiniens de renoncer au droit du retour, parce qu'en fait, ils voulaient 3 États. Ils voulaient la Jordanie, un État palestinien et envahir l'État d'Israël de millions de réfugiés. Donc ça, c'est pas possible. Mais la Ligue arabe refuse le plan Trump. L'autorité palestinienne refuse résolument le plan Trump. Or, aujourd'hui, on se trouve dans une impasse. Quelle est la solution? Vous, député français, qu'est-ce que vous conseilleriez aux Palestiniens et aux Israéliens? Si vous me permettez, mon cher Rafi Marciano, ça fait déjà
75 ans qu'on est devant une impasse. Donc l'impasse, elle date pas d'hier. Mais comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce plan est nouveau et inventif. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la Ligue arabe, il y a beaucoup de pays, tous les pays sunnites, la Jordanie. Ça, c'est la nouveauté politique. Non, mais aujourd'hui, les gens officiellement disent, parce qu'ils ont leur opinion publique, mais nous étions hier encore à l'Assemblée nationale avec une dizaine de leaders de ministres arabes, neveux de Anwar el-Sadat, des Tunisiens, dans des le cadre Koweïtiens. de la Commission des Affaires étrangères. Non, dans le cadre d'une invitation que j'ai faite à ces leaders du monde arabe qui veulent changer les choses. Arrêtez le boycott d'Israël. Parlons-nous les uns les autres. Essayez de voir ce qui nous rapproche et ce qui tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Et quand vous les rencontrez, y compris quand vous êtes dans votre famille, avec vos enfants, on peut être d'accord, pas d'accord. C'est pareil. Regardez bien ce qui se passe chez nous au niveau national en France. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Il n'y a aucun projet qui fait l'unanimité partout. Regardez ce qui se passe au niveau chez nous en ce moment sur le plan des retraites, sur toutes les questions. En Israël, le problème c'est que c'est vital. Le problème, c'est qu'Israël n'a pas le droit à l'erreur. C'est existentiel pour l'avenir du pays, de l'État d'Israël et du peuple juif. Mais quand je vois aujourd'hui l'état de ce pays, qui a rené sur les cendres de la Shoah, pas du tout que quand les gens disent vous avez eu l'État d'Israël grâce à la Shoah, pas du tout. Le sionisme, je le disais tout à l'heure, existe depuis 2000 ans. Par contre, ma conviction absolue, c'est que s'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. Ça, c'est ma conviction. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression Israël est la huitième puissance. Pour les dirigeants du monde arabe que vous avez rencontrés justement cette semaine à l'Assemblée, qui sont ouverts aujourd'hui à un rapprochement. L'État juif, 8e puissance mondiale, vous venez de le rappeler, est devenu très attractif au fond, est devenu très attirant. Mais l'État juif aujourd'hui est un État démocratique. C'est la seule démocratie de cette région. Malgré qu'il ait près de 20% de son produit intérieur qui soit destiné à la défense, aujourd'hui au niveau évidemment militaire, au niveau médical, au niveau technologique, au niveau économique, ce pays est en train d'exploser. Il y a en plus des richesses magnifiques qui sont en train de découvrir dans les sous-sols de ce pays, qui font que d'une start-up nation aujourd'hui, c'est une nation aujourd'hui incroyable aujourd'hui, et sur lesquels nous-mêmes Français, qui nous sommes la 4e ou la 5e puissance du monde, aujourd'hui les Israéliens... C'est un hub technologique et démocratique. Le shekel aujourd'hui est peut-être une des monnaies les plus fortes du monde. Imaginez-vous que le shekel était cette semaine à 3,75 €, le taux le plus bas de son histoire. Moi, j'ai un peu de peine pour tous nos retraités qui ont leur retraite aujourd'hui en euros et qui vivent en Israël et qui vont avoir du mal. Même pour nous. Et voilà. Et tous les Français qui vont se rendre en Israël en vacances, parce que le shekel est une monnaie aujourd'hui qui est trop forte. Mais aujourd'hui, au-delà de cette question économique, vous savez pourquoi? C'est un pays qui a nos valeurs. Tout peut être discuté. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, de grâce. Mais vous pouvez comprendre que les Palestiniens ne partagent pas votre passion. Les Palestiniens, moi je pense qu'il y a des Palestiniens, j'ai vu des Palestiniens, ceux qui peuvent s'exprimer en tout cas, qui pensent qu'il faut changer le logiciel, qu'il faut parler avec les Israéliens. Ils ont le droit à une autonomisation. Vous avez un contact direct avec on voit beaucoup de leaders palestiniens, c'est plus compliqué là-bas, parce que, vous savez, aujourd'hui, un Palestinien qui vendrait par exemple une terre à un Juif pourrait être tué immédiatement, alors que un Israélien peut vendre une terre à un Arabe ou un appartement, il n'y a aucun souci. Et si c'était pas le cas, ce serait de l'apartheid. Mais personne ne dit rien là-dessus. Et donc, à ce stade aujourd'hui, de grâce, il y a deux peuples qui vivent nous sommes imbriqués les uns les autres. Avant 1923, il y avait une grande entité, ça s'appelait la Palestine, qui avait la Transjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui. Mais on nous dit qu'une partie des Palestiniens souhaiterait simplement une autonomie, une grande partie des Palestiniens, mais ils peuvent pas le dire publiquement, l'autonomie. Moi je suis député français, c'est pas à moi à déterminer quel sera le futur. J'ai évidemment mes idées, mes convictions, elles sont intéressantes pour vous, pour moi, mais elles sont pas... Mais vous êtes proche des dirigeants. Je suis proche des dirigeants israéliens, je suis aussi proche des dirigeants français, puisque quel que soit au-delà de nos divergences politiques, je dis, ce qui est certain, c'est que tout le monde souhaite la paix, mais une vraie paix, pas sur la base de chimères. C'est Abba Eban qui disait que les frontières de 67 étaient des frontières d'Auschwitz. Abba Eban, c'était la colombe parmi les colombes. Ce n'est pas viable. Personne ne peut imaginer qu'un juif puisse être un colon en Judée. Imaginez-vous, un juif, un colon en Judée. On peut imaginer que... mais évidemment, il n'est pas question Alors, monsieur le député, il nous reste quelques secondes. Ouais. Nous souhaiterions, monsieur le député, français, que vous disiez quelques mots à nos auditeurs ici en France concernant le plan de paix. Un mot d'espoir. Écoutez, je dis que pour la première fois, on vit des périodes qu'on n'aurait pas
pu vivre. J'ai vu des dirigeants du monde entier se rendre à Jérusalem. J'ai vu le président de la République dire Zechor al Tishkach. J'ai vu un autre président américain dire Oseh Shalom Bimroma Vuyaseh Shalom Aleinu. J'ai vu un autre président allemand dire Baruch Ata Hashem Shechianu Vekimanu Vegianu Lazmanazeh. C'est des temps invraisemblables. Et aujourd'hui, je vois aujourd'hui les leaders du monde arabe, les uns derrière les autres, parler souvent officieusement, mais de plus en plus officiellement avec les leaders. Des temps incroyables. Ils se parlent, Ces temps incroyables, c'est des temps messianiques. Jamais, c'est des temps messianiques. Je ne sais pas si pour les gens qui pensent qu'ils sont croyants pensent qu'on peut à des temps messianiques, mais en tout cas, c'est des temps qui sont incroyables. Et je dis aujourd'hui, jamais j'ai eu autant d'espoir. Jamais aujourd'hui nous avons été aussi proches de la paix. Jamais les Arabes et les Israéliens ne sont autant parlé. Je veux rester positif. Aucun plan n'est parfait, y compris le plan Trump. Mais de grâce, laissons-lui au moins la possibilité de voir si jamais il aboutit ou il n'aboutit pas, en sachant que tous les autres pays ont toujours échoué à ce jour, principalement ou totalement de la faute du refus arabe et du refus palestinien. Monsieur le député Meir Rabi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et à vous, très bientôt. Ravi d'être là. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.